Je veux surtout vous montrer ce qui différencie Windows Phone d'un iPhone, d'un Android. Je pense que si je fais un petit sondage, on va avoir 80% d'entre vous qui utilisent soit un iPhone, soit un téléphone Android ou un BlackBerry. Et bon, je sais que ces deux-là sont des furieux de Windows Phone, donc ils en ont, mais autrement, je pense que personne n'en a. C'est encore très confidentiel, mais on verra qu'il y a les analystes, c'est pas évidemment Microsoft qui croit, mais les analystes aussi pensent qu'il y a un gros potentiel. Et puis j'essaierai de partager avec vous pourquoi le fait d'être sur Windows Phone peut aussi, même si c'est petit, être une bonne source d'opportunités. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors évidemment, qu'est-ce qui va faire la différence entre un Windows Phone et les autres téléphones? Donc ici, vous voyez les principaux téléphones du marché, donc iPhone, Android, BlackBerry. Et, bonjour, bienvenue. Et puis, je pense que c'est un reste de panne ou des choses assez similaires. Sur toutes ces plateformes, il y a une conception qui est assez proche. C'est-à-dire qu'on a des applications et une icône qui correspond à l'application. Et c'est le slogan quand vous regardez les publicités d'Apple, c'est qu'à chaque besoin, il y a une application pour ça. Donc la philosophie, c'est vous achetez un smartphone et vous installez ensuite des applications pour chacun de vos besoins. Dans Windows Phone, l'approche est un petit peu différente. Dans Windows Phone, on se focalise plus sur l'interaction entre les personnes. On s'est rendu compte que l'essentiel de l'usage d'un téléphone, enfin d'un smartphone, c'était soit passer des appels, téléphone traditionnel, c'était faire des SMS, c'était faire des emails, faire des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Mais donc si on résume tout ça, c'est de la communication entre les individus. Et donc la philosophie de Windows Phone est de se concentrer plus sur les interactions entre les personnes, plus que sur l'application elle-même. Évidemment, on va le voir, il y a des applications aussi, mais la logique de l'interface est de favoriser les interactions entre les personnes. Par opposition au modèle où on a une icône pour chaque application. Alors, on va voir un peu plus en détail des différences plus concrètes de ces choses-là. Puis comme j'ai le mien, on pourra aussi, j'ai mis une petite caméra, donc j'essaierai de vous montrer aussi l'utilisation pour de vrai de ce que ça peut donner. Alors, bon, Windows Phone est sorti il y a à peu près 18 mois. J'oublie les versions Windows Phone 4, 5, 6, etc. 6.5. Il faut savoir que Microsoft, après la 6.5, a jeté tout par terre pour recommencer de zéro. D'accord? Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont des téléphones Windows Phone 6 ou 6.5. Je pense que vous devez tester un petit peu, vous ne devez pas forcément être super content. Je vous comprends, ça a pas, enfin, en son temps, ça avait certaines qualités, mais qui sont vraiment dépassées, notamment sur les écrans tactiles, etc. Il faut savoir que de Windows Phone 6.5, il ne reste rien dans Windows Phone 7. Alors, on l'appelle Windows Phone 7, mais vous en avez peut-être entendu parler. C'est sorti donc il y a 18 mois, et au bout de 1 an, on a sorti une mise à jour majeure, assez importante, qui s'appelait, un nom de code qui s'appelait Mambo. Et si vous regardez aujourd'hui le téléphone, il va vous dire que vous êtes à Windows Phone 7.5. Et grosso modo, il faut dire que c'est la même chose, Windows Phone 7, 7.5. Enfin, c'est pas la même chose en termes de fonctions, mais en termes de matériel, c'est strictement la même chose. Tous les téléphones qui ont été prévus pour Windows Phone 7 sont pratiquement maintenant tous en 7.5, qui est le système de mise à jour automatique. Donc, on va considérer que c'est la même plateforme. En termes d'application, c'est la même chose. On verra que pour les développeurs d'applications, c'est mieux 7.5, parce qu'on a beaucoup plus de possibilités. En termes d'usage, on va retrouver sensiblement la même philosophie. Alors, la conception, c'est grosso modo autour de on va appeler ça 3 piliers. Une plateforme de communication qui est moderne, orientée sur les interactions entre les personnes. Une nouvelle façon de développer des applications et de les installer sur le téléphone et d'interagir avec l'utilisateur. On verra. Et puis une partie Internet
assez importante, même si ça paraît anodin. Quand on regarde les statistiques d'usage des sites web, on constate que de plus en plus, c'est des appareils mobiles qui s'y connectent. Alors évidemment, iPhone, Android en tête, iPad aussi. Mais c'est une réalité. Internet sur les terminaux mobiles est de plus en plus important. Donc dans Windows Phone, on a pris en considération ce phénomène-là pour garantir qu'on a un bon navigateur Internet dedans. Alors, si je regarde maintenant un petit peu plus en détail ces trois piliers. Donc le premier pilier, on dirait c'est une plateforme de communication moderne. Alors j'ai commencé à l'évoquer, une plateforme de communication moderne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'évidemment on va pouvoir passer des appels téléphoniques, ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, heureusement c'est un téléphone, mais c'est aussi enfin là où on va dire qu'elle est moderne, c'est qu'elle va intégrer différents canaux de communication. Donc le téléphone traditionnellement c'est de la voix et du texte via SMS. Quand on met un smartphone, on rajoute email et éventuellement réseaux sociaux. Et on va voir que, en fait, dans Windows Phone, tout ça s'est intégré. C'est intégré pour se focaliser sur la discussion. La manière de faire la discussion, c'est un canal. Mais ce qui est important, c'est la discussion que vous avez avec une personne. Qu'elle soit par SMS, par Facebook Chat, par MSN, peu importe. C'est une discussion avec des questions, des réponses, des échanges. Deuxième pilier, donc les applications. Alors, on l'aperçoit ici. Dans le téléphone, je vais vous le montrer très rapidement. On n'a pas, comme dans les autres plateformes, autant d'écrans que d'applications. Enfin, on ne multiplie pas le nombre d'écrans à chaque fois qu'on a rempli l'écran d'applications avec leurs icônes. On va avoir grosso modo deux écrans. Un écran d'accueil que vous voyez ici, d'accord, avec des grosses tuiles. On verra que ces tuiles sont dynamiques. Et puis on a un deuxième écran qui est la liste de toutes les applications qui sont installées. Et quand on est dans la liste, on va pouvoir choisir de mettre une application sur l'écran d'accueil pour pouvoir y accéder plus rapidement. Alors ça peut être une application, mais on verra, ce n'est pas forcément une application, ça peut être d'autres choses, d'autres éléments. Autre point important, ces applications, elles vont pouvoir s'interfacer avec le téléphone lui-même, avec certaines fonctions du téléphone lui-même, notamment sur les aspects recherche, et je vous donnerai des exemples plus précis tout à l'heure. Enfin, troisième pilier, donc Internet. Je disais, le mobile, c'est vraiment le canal de consommation du web de plus en plus important. Donc, c'est indispensable d'avoir un navigateur performant. Vous me disiez tout à l'heure avoir un Windows Phone 6. Vous avez dû avoir quelques difficultés à surfer avec le navigateur parce que il y avait des problèmes de compatibilité avec certains standards, etc. Alors, dans Windows Phone 7.5, dans Mango, le moteur de navigation, c'est Internet Explorer 9. Alors là, j'en vois déjà des qui se disent « Ah, Internet Explorer, Burk ». Je vous invite quand même à tester Internet Explorer 9 sur un PC aussi. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu un gros travail de fait. Et le gros travail est un peu en rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Sur Internet Explorer 9, la principale priorité, c'était respect des standards. HTML5, CSS3, etc. Ça nous éloigne beaucoup de IE6, 7, qui était vraiment pas pratique pour les développeurs web. Je le conçois et je peux que m'en excuser. Bon, on met ça dans le contexte, à l'époque c'était peut-être novateur, c'est devenu plus pénalisant qu'autre chose de nos jours. Donc la direction de Microsoft aujourd'hui, c'est une direction de respect des standards. C'est ce qu'on va retrouver sur le mobile. Autre point important, sur la version standard d'Internet Explorer, la version bureau, la protection de l'internaute. On constate de plus en plus de phishing, de menaces, malware, etc., qui peuvent se cacher juste derrière des liens parfois, et qui se propagent extrêmement vite avec les réseaux sociaux. Il y a tout un tas d'outils qui sont dans Internet Explorer pour essayer de protéger l'utilisateur, et quand il clique sur un lien, si le lien est identifié comme frauduleux, l'utilisateur va être notifié, il va vraiment falloir qu'il fasse le forcing pour aller naviguer sur ce lien. Donc après, on ne peut pas l'empêcher, mais si l'utilisateur y va, il est vraiment prévenu qu'il s'expose à des difficultés. Vous avez un cabinet d'analyse de sécurité qui s'appelle MSS Lab, vous pouvez retrouver msslab.com,
qui publie tous les trimestres, je crois, un rapport de sécurité sur les navigateurs. Allez voir. Vous verrez que en fait, ce qu'ils font, leur méthodologie, c'est de prendre tout ce qu'ils peuvent trouver comme lien malicieux sur les réseaux sociaux, etc. Et puis ils essayent de les tester dans les navigateurs. Et regardent ce qui se passe. Globalement, les statistiques, c'est bon, d'un trimestre à l'autre, ça change, mais Internet Explorer 9 bloque, la dernière fois, c'était, je crois, 94% des menaces, quand un Firefox ou un Chrome était autour de 30%. Donc cette partie sécurité de l'internaute est quelque chose de très important. On le retrouve aussi évidemment dans le mobile, même si les problématiques de sécurité sont nettement différentes. Autre chose importante dans Internet Explorer 9, c'est les performances. Il faut savoir que sur votre PC Windows 7, vous avez, je pense, presque tous des PC avec des processeurs dual core. Donc c'est comme si vous aviez deux processeurs, vous avez probablement des cartes graphiques avec des puces accélérées. Et bien Internet Explorer va être capable d'utiliser toute cette puissance. Le deuxième cœur pour accélérer l'exécution du JavaScript, et la puce graphique pour accélérer le moteur de rendu. Donc pour que votre rendu HTML soit plus rapide. Alors là, vous dites, oh, sur du HTML, bof, sauf que quand vous commencez à regarder HTML5 et toutes ces possibilités d'animation, de lecture de vidéos, etc., ça devient extrêmement intéressant d'avoir une puce graphique qui est capable d'accélérer les choses. Et bien, cette accélération matérielle du rendu, on la retrouve dans le téléphone. Donc dans votre navigateur IE9 sur le téléphone, vous avez une accélération matérielle. Il y a quelques tests où, si certains d'entre vous ont un iPhone, on pourra s'amuser. Il y a un petit site de benchmark. Vous verrez, c'est juste surréaliste. On a sur un iPhone quelque chose comme 4 frames par seconde et on arrive à 20, 30, 40 frames sur un Windows Phone. Donc c'est quelque chose d'assez important et qui est vraiment tourné vers l'avenir, vers les standards, encore une fois, HTML5. Alors détaillons maintenant un petit peu plus la fameuse plateforme de communication mobile. Qu'est-ce qu'on entend derrière tout ça? Alors, la première chose, je vous disais, c'est qu'on se concentre sur les personnes et les échanges entre personnes. Les discussions. Ces discussions, elles se font à travers différents canaux. Facebook, Twitter, évidemment le SMS, LinkedIn, Messenger, etc., etc. Ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'avoir un carnet de contacts, on a ce qu'on appelle un hub. Et en l'occurrence, il y a un hub des contacts. People, dans ma présentation en anglais. Et dans cette espèce de carnet de contacts amélioré, ce que je vais trouver, c'est pour un contact, d'abord je vais agréger tout ce que j'ai à propos de ce contact, c'est-à-dire si c'est mon ami Facebook, ben, je vais retrouver toute son actualité Facebook. Si je le suis sur Twitter, je vais voir tout ce qu'il a tweeté. Si je suis allé avec lui sur Messenger, etc., je vais voir aussi tous les échanges que j'ai pu avoir par email, par SMS, etc., etc. Donc, ici, ce que vous voyez sur l'écran, c'est que vous voyez toute l'actualité des contacts. D'accord? Donc ensuite, je peux aller sur un contact pour voir l'actualité de ce contact et voir toutes ses activités sur les différents réseaux sociaux qui sont intégrés. Donc de cette manière, je n'ai pas besoin d'aller chercher sur Facebook, voir ce qu'il a écrit, voir ensuite sur Twitter ce qu'il a tweeté. J'ai directement la liste de tout ce que cette personne-là a fait et qui peut m'intéresser. Alors, autre chose, vous êtes peut-être amené à travailler avec des groupes de collègues ou d'amis avec lesquels vous avez l'habitude d'échanger. Vous allez pouvoir créer ces fameux groupes dans votre carnet de contacts. Et ensuite, d'abord, ce groupe, vous allez pouvoir le mettre sur votre écran d'accueil pour d'un clic pouvoir communiquer à l'ensemble du groupe. Et vous allez pouvoir échanger avec eux directement, comme ça, en tapant un simple email, vous l'envoyez à l'ensemble des personnes du groupe. Donc on va accélérer, on va créer des espèces de listes de distribution. Alors c'est valable sur l'email, le SMS, Facebook, etc., etc. Tous les canaux, encore une fois, tous les canaux de communication pourront être utilisés pour établir des liens entre vous et le groupe que vous avez créé. Il existe sur Windows Phone 7 une forte intégration
entre les différents systèmes de chat, donc notamment Messenger, Facebook Chat. On va considérer que le SMS en est aussi un exemple. Alors, ce que vous voyez sur l'écran ici, c'est une conversation. Alors, on ne voit pas très bien, mais vous avez une représentation d'une conversation avec un contact, enfin, une personne, en l'occurrence Michel. On ne voit pas très bien, mais ici, c'est écrit texte en haut. Texte, ça veut dire qu'on lui a envoyé un SMS. D'accord? Premier SMS est parti. Il s'est trouvé que Michel était connecté sur Facebook. Le téléphone, s'il y a de la connexion Internet, il est aussi connecté sur Facebook. Michel va pouvoir répondre via Facebook, le chat Facebook, et je vais le recevoir dans ma conversation. Et je vais ensuite pouvoir lui répondre via le chat Facebook. Inutile de dépenser du SMS, si je peux répondre en utilisant quelque chose qui est complètement gratuit. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, c'est une conversation. Donc j'ai tous les historiques des messages avec cette personne. Même si les canaux de communication ont changé pendant la discussion. Imaginez comment vous faites avec votre iPhone. Vous envoyez un SMS. OK. Donc, on va considérer, même si c'est une appli déjà sur le téléphone, mais c'est une application SMS, vous écrivez votre SMS, vous l'envoyez. La personne vous répond sur Facebook. Déjà, pour le savoir, il va falloir que vous ouvriez l'application Facebook. D'accord? Ici, vous êtes dans votre discussion et vous avez tout l'historique. Imaginez quelqu'un qui vous répond par SMS un numéro de téléphone et ensuite vous basculez sur Facebook ou qui vous donne une adresse email et vous devez basculer, vous copier l'adresse, aller sur l'autre, la coller, enfin, ça devient vite un peu compliqué. Ici, on est dans une seule et même discussion. Quel que soit le canal de communication. Alors, il y a un petit bouton ici, en fait, que vous apercevez, ça va me permettre de changer le canal de communication. Par exemple, si Michel quitte son PC et va perdre sa connexion Internet, je vais cliquer ici et je vais dire que je veux partir envoyer explicitement un SMS. Comme ça, je vais continuer mon dialogue par SMS. Il n'y a pas de traçabilité par rapport aux appels sur l'historique des discussions. Alors là, sur la traçabilité, on est juste sur une discussion, on n'est pas sur un appel. Et les appels, on va avoir un historique comme sur tous les autres standards téléphones. On n'a pas encore activé les fonctions qui vont transcrire votre appel en texte. Enfin, ça existe. Hein. C'est une traçabilité, par exemple. Appel. Alors, on l'a dans les actualités. Quand vous regardez l'actualité des personnes, vous allez voir les échanges, dont les appels. Alors, maintenant, si on s'intéresse un peu plus aux applications. Alors là, vous vous dites, ouh là là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup moins que sur les autres, c'est vrai. Aujourd'hui, il y en a à peu près 50 000, si je me souviens bien. Ça progresse assez vite. Bon, il faut savoir pour la petite histoire que la croissance du marketplace de Microsoft est la plus rapide des grosses plateformes. Ça grossit plus vite que Android n'a grossi à son démarrage. Quand Android a grossi plus vite que l'App Store, Apple, il a fallu un petit peu de temps. D'abord, les premiers iPhones, il n'y avait pas d'App Store. Puis ensuite, l'App Store, il a fallu que les gens se forment à développer des applications. Ça a mis un petit peu de temps. Android a été beaucoup plus vite en termes de croissance du nombre d'applications. Et Windows Phone va encore plus vite, si on prend depuis la création d'Android jusqu'à 18 mois après. Alors, pourquoi on dit que les applications sont un petit peu différentes? Vous le voyez, en fait, je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas avoir 10 écrans avec toutes les icônes de toutes les applications. J'ai mon écran d'accueil plus une liste de toutes mes applications. Ce que je vais pouvoir faire, c'est épingler, on appelle ça épingler, une application sur mon écran d'accueil. Ça va me donner une espèce de tuile comme ça, un carré, avec le logo de mon application. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce carré peut être totalement dynamique. Donc vous pouvez décider de faire passer de l'actualité, de changer les images, de mettre des notifications pour prévenir votre utilisateur qu'il se passe quelque chose. Sur cette capture d'écran, vous avez un exemple, plusieurs exemples intéressants, différents styles de notifications. Sur l'icône email, ici, vous avez un petit chiffre 4, enfin, on s'en fiche, mais qui dit vraisemblablement vous avez 4 messages ou 4 alertes sur cette application. Autre style,
vous avez ici sur l'application de la BBC des images qui changent en fonction de l'actualité. Un autre style, la météo. En gros, sur mon icône, j'affiche les informations de la météo. Pas besoin de lancer l'application, de se connecter. Le système va rafraîchir l'icône automatiquement pour que directement sur mon écran d'accueil, je sache quelle est la prévision météo. Alors, vous avez aussi ici une notification purement texte. Je pourrais vous en montrer d'autres avec un peu de chance, il va se passer des choses sur Facebook, il va peut-être y avoir des gens qui vont mettre des choses, et on verra les notifications arriver. Alors, il y a une autre fonction qui est assez intéressante quand on est développeur. C'est la capacité à intégrer Windows Phone, enfin intégrer votre application au sein de la plateforme Windows Phone. Je vais essayer de vous expliquer ça à travers un exemple. Imaginez, vous avez un site web ou un service qui stocke, on va prendre le Internet Movie Database. C'est l'exemple ici qui est en haut. Donc Internet Movie Database, une grosse base de données qui va contenir grosso modo tous les films, leurs descriptions, les affiches, etc., etc. Vous avez une grosse base de données, vous allez vous dire, bah, tiens, je vais faire une application pour iPhone, pour Android, pour Windows Phone, pour que les gens puissent, depuis leur mobile, consulter ce genre d'informations. Voilà. C'est vrai, c'est toujours classe, vous êtes entre amis, il y a souvent des défis sur l'année de sortie de tel film, qui étaient les acteurs, etc. C'est sympa, depuis son mobile, de pouvoir rechercher et trouver l'information assez rapidement. Maintenant, dans un mode traditionnel, vous allez créer une application et l'utilisateur va devoir aller sur cette application pour chercher spécifiquement. D'accord bon, Internet Movie Database fait quand même assez référence en la matière, mais vous pourriez imaginer avoir des bases de données relativement fragmentées, c'est-à-dire avoir un service qui propose une information sur les films de la région Moyen-Orient, un pour les films américains, un pour les films européens, d'accord? Chacun étant très très riche. Si vous cherchez un film sans savoir d'où il vient, c'est assez compliqué. Et bien en fait, ce qu'on va pouvoir faire dans Windows Phone, c'est quand on va créer une application comme ça qui va et qu'on veut proposer, en fait, qui va interroger une base de données, si on veut proposer une fonction de recherche avancée, on va pouvoir intégrer l'application avec la partie recherche du téléphone. Pour ça, il va falloir respecter ce qu'on appelle un contrat, implémenter un certain nombre de choses. C'est assez simple. Et automatiquement, quand l'utilisateur va venir appuyer ici sur le bouton de recherche, et qu'il va faire sa recherche, et bien on pourra faire sa recherche sur les différentes applications qui sont là. Alors, la recherche par défaut, elle va se faire sur le web, avec Bing, d'accord? Mais on pourra aussi aller utiliser les fonctions de votre application pour faire la recherche sur votre base de données. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez sympathique pour l'utilisateur. Imaginez, vous avez 3, 4, 5 applications qui vous donnent chacune accès à une base de données sur certains films. Plutôt que de demander à l'utilisateur qui cherche une information d'ouvrir les 5 applications, de faire sa recherche dans chacune des applications, il va aller dans la recherche du téléphone, un clic sur le bouton de recherche, taper sa recherche, et il va voir les résultats sur le web et sur chacune des applications qui ont implémenté ce contrat. Donc on va considérablement simplifier la recherche. Vous vous doutez bien. Chaque fois que j'ai une possibilité de rechercher, je peux venir brancher mon application sur la fonction de recherche de Windows Phone. De cette manière, mon utilisateur a un centre de recherche. Il n'est pas obligé d'aller fouiller dans ses applications pour retrouver l'application qui va lui permettre de rechercher à un endroit précis. Alors, côté Internet, bon, je vous en ai dit déjà beaucoup, puisque je vous parlais d'Internet Explorer 9 et de l'accélération matérielle. Je pense que beaucoup d'entre vous détestent Internet Explorer sur le bureau. Je me trompe? Ben, je vous invite quand même à essayer en toute objectivité le 9.
Alors, le 9 a un gros défaut, c'est qu'il ne fonctionne pas sur XP. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore Windows XP. Si c'est le cas, n'oubliez pas, programme Dispark. Dans le programme Dispark, vous pourrez télécharger Windows 7, qui est quand même vraiment mieux que Windows XP. Et du coup, vous pourrez essayer Internet Explorer en 9. Essayez-le en toute objectivité, vous verrez d'abord les performances sont nettement meilleures que ce que vous aviez pu tester sur Internet Explorer avant. Et vous verrez que c'est plutôt efficace en termes de respect des standards. Alors, je mets juste un petit plutôt efficace, parce qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment autour du support de HTML5 entre les différents navigateurs. Et je vais être très transparent avec vous sur les choix que Microsoft a fait et pourquoi on peut paraître en retard par rapport aux autres navigateurs. Alors, il faut savoir une chose. HTML5, c'est une norme qui est en cours de développement. C'est pas fini encore. Les spécifications, toutes les spécifications ne sont pas finies. Donc Microsoft a fait un choix assez, je vais dire radical, mais a dû trancher. On ne peut pas implémenter toutes les spécifications, enfin, on ne veut pas implémenter toutes les spécifications si elles ne sont pas arrivées pratiquement à leur terme. Pourquoi? Vous avez une idée? Je vais vous expliquer. C'est très simple. Vous êtes des développeurs web pour la plupart. Qu'est-ce qui se passe si j'implémente une spécification dans mon navigateur, vous commencez à l'utiliser, et quelques mois après, le W3C change d'avis. Il dit non, ça, c'est pas comme ça. Vous, développeurs, qui avez passé du temps pour développer votre fonction, vous allez nous en vouloir à mort. Rappelez-vous, Internet Explorer 6. Il y avait des fonctions spécifiques. Quelques temps après, on maudit ces fonctions spécifiques. Donc, le choix de Microsoft, c'est de dire on n'implémente que les fonctions qui sont suffisamment matures. Par contre, on s'engage à aller tout le temps vers HTML5. Donc, dès que les fonctions sont mûries et validées par le W3C, on les implémente. Donc, il y a Internet Explorer 10 qui est déjà presque sorti, mais bien avancé, qui implémente plus de fonctions HTML5. Donc effectivement, vous avez probablement un peu moins de fonctions HTML5 que dans Firefox ou dans Chrome. Par contre, celles qui sont là, vous êtes tranquille, elles resteront telles quelles. Alors ensuite, si vous voulez savoir si une fonction est une vraie fonction HTML5 ou pas tout à fait, vous regardez le code, souvent c'est lié du JavaScript, des CSS, des choses comme ça, et bien souvent on m'a dit « Ah, j'ai fait du HTML5 mais il ne marche pas sur Internet Explorer ». Et là, quand je regarde le code, en fait, je vois des choses avec moins mods, moins WebKit. Je dis, mais le principe de HTML5, c'est que c'est un standard. Ça veut dire que le code, il fonctionne le même partout. Si je suis obligé de mettre du moins mods, moins WebKit, je ne suis pas dans le standard. Je suis dans la spécificité du navigateur. Donc quand quelqu'un vous dit, je vous ai fait du HTML5, si vous voyez ça dans le code, il vous a raconté des bobards. Il a utilisé des spécificités du navigateur, qui deviendront peut-être des standards, mais à ce moment-là, ça ne restera pas avec un moins mode. D'accord? Donc, petite parenthèse sur Internet Explorer, mais je vous invite vraiment à faire le test. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un iPhone parmi vous? Ah, faut oser, c'est pas grave. J'ai un iPhone 3GS. On pourra essayer tout à l'heure d'aller sur le site. Enfin, donc, il y a un site de benchmark, enfin, qui n'est pas un site de benchmark, on n'appelle pas benchmark. C'est quelque chose qui peut vous permettre d'essayer des fonctions HTML5, justement, et des nouvelles fonctions HTML, Canva, SVG, etc. Et l'idée, c'est que vous puissiez aller, on pourra faire une comparaison en allant tous les deux sur le même site et en regardant un petit peu la différence d'accélération matérielle, notamment. Bon, il y a autre chose dans Internet Explorer, mais j'ai même pas envie d'en... Enfin, c'est très américain, donc au Maroc, ça vous concerne moins. Mais il y a toute une batterie d'outils pour vous permettre de retrouver tous les points d'intérêt autour de vous. Sauf que les points d'intérêt dans la région ici ne sont pas bien renseignés. Donc, du coup, pas très intéressant. Mais si un jour vous avez... Alors, j'espère... moi, je travaille avec des sociétés ici, enfin, et Sharaf notamment
Sharaf développe déjà sur Windows Phone. On travaille avec une société qui est au Technopark, qui a référencé pas mal de points d'intérêt, et on essaye de commencer à faire des applications justement pour mettre en avant ces points d'intérêt au Maroc. Alors, on n'est pas encore au niveau d'intégration avec ce genre de service. Et si un jour vous avez la chance d'avoir un Windows Phone et que vous vous baladez en voyage, vous pourrez profiter de ce genre de choses. Alors évidemment, aux États-Unis ça marche bien, en Europe ça marche bien. Alors, maintenant, ça c'était vraiment sur l'utilisation de Windows Phone. Peut-être qu'avant d'aller plus loin, on peut essayer de regarder en vrai ce que ça donne, si ça vous intéresse. Ça va changer un peu. Alors, je vais essayer de faire un bricolage. J'espère que tout le monde pourra voir. Hop. Pas trop mal. Donc, vous voyez ici mon menu démarrer, mon menu principal. Donc, je mets autant d'icônes que je veux. Enfin, autant de tuiles dans ce menu démarrer. Si je clique sur la flèche, j'ai ce dont je vous parlais tout à l'heure, la liste de toutes mes applications. D'accord? Alors, évidemment, ça peut devenir très long. Mais les applications que je vais utiliser le plus souvent, ce que je vais faire, alors je vais vous prendre un exemple sur une application, je vais pouvoir l'ajouter sur mon écran d'accueil et j'ai une tuile qui vient s'ajouter. Alors, mon exemple n'est pas forcément le meilleur parce que ça, c'est une application que j'ai écrite en vitesse, qui n'est pas forcément un modèle, et qui n'a pas de tuile dynamique, pas d'information particulière. J'ai installé quelques autres applications. Alors, vous voyez, il y a l'application du journal Le Monde et du journal L'Équipe, donc ici et ici, qui, elle, change l'image de l'actualité en fonction de la une. Alors, vous avez Shazam, alors là, on ne va pas le voir. Ah, si, on le voit. Vous voyez, Shazam, il avait changé d'icône. En fait, il va vous chercher la pochette de la dernière chanson que vous avez reconnue. Alors, j'ai aussi l'application Xbox Live qui s'agite un peu. Et juste au-dessus, vous voyez, alors ici, c'est une image, vous allez voir bouger. Alors, c'est intéressant, là, ce qu'on voit. Je vous invite à regarder cette partie-là. Donc ça, c'est moi, c'est mon profil. Donc ici, je vois 2 nouvelles notifications. Ça veut dire que sur mes différents réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'ont soit mentionné sur un tweet, soit fait un commentaire sur Facebook, des choses comme ça, et je vais le voir. Je vais aussi voir la photo de mon profil. On va aller cliquer dessus, vous allez voir. On trouve mon profil, la photo, vous retrouvez le statut. Et puis, si je vais cliquer sur les notifications, ben, je vais voir les 2 notifications qui étaient mentionnées sur la tuile. Alors, en l'occurrence, j'ai des personnes qui aiment bien la dernière photo que j'ai postée sur Facebook. Et il y a notre ami Karim qui m'a tagué sur une photo, apparemment, dans un statut. Donc ensuite, je peux aller voir évidemment le détail. Il y a une fonction que j'adore dans Windows Phone, et le jour où vous aurez un Windows Phone, vous pourrez le faire aussi devant tout le monde, c'est assez impressionnant. C'est l'intégration entre les différents réseaux sociaux. Combien d'entre vous ont un compte Facebook? Bon, tout le monde. Un compte Twitter? Presque tout le monde aussi. LinkedIn? Presque tout le monde aussi. Et quand vous postez quelque chose sur Facebook, vous allez aussi le poster sur Twitter, sur LinkedIn. C'est pas toujours très pratique. Après, effectivement, ça dépend de l'usage que vous en faites. Ce que je vais vous montrer, c'est l'intégration de tous ces réseaux. C'est typiquement, on est ensemble, et j'ai envie de poster un message. Alors, si vous n'en avez pas, je vais juste prendre le temps de taper le message, parce que sinon je vais mettre 2 heures. Je vais dire que
La formation Windows Phone a démarré. La formation Windows Phone 7 au Technopark. Et vous voyez que je ne tape pas très très vite. Hein. Je ne suis pas un grand... Hop, je vous le remets là. Alors, on voit pas très bien, peut-être que la lumière va s'ajuster. Alors, je vais cliquer ici, et en fait là, je vais voir la liste des réseaux que j'ai configurés sur mon téléphone, et je vais choisir sur lesquels est-ce que je vais poster mes messages. Donc, je peux directement choisir, alors ici, j'ai choisi Facebook, LinkedIn et Twitter. Je choisis. Je vais valider et poster. Et ça y est. Donc, j'ai pas besoin d'aller lancer mon application Facebook, lancer mon Twitter, lancer mon LinkedIn. J'écris une fois mon message, et ensuite, je croise les doigts pour que Minitel ne prenne pas la connexion. Hein. Et dès que j'ai ma connexion Internet, ça part sur les différents réseaux. Donc on gagne là encore beaucoup de temps sur la collaboration, les échanges, notamment quand on a plusieurs réseaux sociaux. Alors encore une fois, suivant l'usage que les gens font de leurs différents réseaux sociaux, on ne poste pas forcément la même chose. Mais je ne sais pas, je pense que dans quelques aventuriers, il pourrait qu'un jour on ait aussi des réseaux comme Viadeo qui viennent enrichir les choses. Et vous pouvez avoir plusieurs réseaux qui vont avoir sensiblement le même ton, les mêmes objectifs, donc vouloir poster les mêmes messages sur différents réseaux. Ben voilà la manière de le faire très très efficace. Alors, je n'ai pas trop insisté, mais en gros sur un Windows Phone, il faut savoir que contrairement aux versions 6, etc., où chaque constructeur faisait ce qu'il voulait, vous pouvez mettre un clavier, ne pas en mettre, choisissez la taille d'écran, etc. Sur Windows Phone maintenant, c'est très très rigoureux. On ne choisit pas le nombre de boutons. On a systématiquement donc 3 boutons qui sont en bas, ici. Oups. Donc, vous ne pouvez pas les voir très très bien, mais quand vous avez peut-être vu sur les captures d'écran, il y a un bouton Back, un bouton Windows et un bouton de recherche. Donc, ça, c'est obligatoire. Vous avez un bouton pour l'appareil photo, les boutons de contrôle du volume et les boutons de mise en marche. La plateforme matérielle, processeur, taille de l'écran, mémoire minimum, GPS, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. L'écran fait 480 par 800, c'est obligatoire. C'est comme ça et pas autrement. Il faut un GPS, il faut un appareil photo minimum 5 mégapixels. Il y a des spécifications très très rigoureuses sur le téléphone lui-même. Il faut impérativement respecter pour pouvoir installer Windows Phone. Alors, ce qui est intéressant quand on est développeur, c'est que du coup, quand on crée une application, on a moins de problèmes, on n'a pas trop à se soucier de savoir quelle est la taille de l'écran. Est-ce que c'est un écran type BlackBerry ancien, enfin BlackBerry assez petit, comme sur certains Windows Phone d'ailleurs, ancienne génération, ou est-ce que c'est un écran tactile, pas tactile, enfin, quelle est la résolution de l'écran? Personnellement, j'ai eu l'occasion d'expérimenter des applications qui refusaient de marcher parce que l'écran de mon smartphone avait une meilleure résolution que ce qui avait été prévu initialement. C'est super frustrant. Rassurez-vous, ça ne vous arrivera pas. Est-ce que jusqu'à présent vous avez des questions, des remarques? N'hésitez pas, à tout moment. Alors, on va continuer un petit peu en regardant maintenant, en s'intéressant un peu plus aux aspects développement d'applications. Alors, c'est Windows Phone, donc c'est Microsoft. On va utiliser pour développer les applications Visual Studio, l'outil de développement de Microsoft. Bonne nouvelle, de toute façon, vous allez bénéficier de Bisparck, donc vous accéderez à Visual Studio sans problème. Mais il faut savoir que pour le téléphone, il y a une version spéciale qu'on appelle Express de Visual Studio, Express Phone Edition.
qui est gratuite, et qui permet de développer des applications Windows Phone. Il y a toutes les fonctions pour créer des applications Windows Phone. Alors, quand on va créer notre application, elle va reposer sur Silverlight. Alors là, ça vous fait un peu peur, mais grosso modo, il faut vous dire que vous allez faire un peu de design, vous allez placer vos éléments dans un espèce de fichier XML, on va regarder ensemble ce que ça donne, et vous allez écrire la logique du code, soit en C#, soit en VB.NET. À vous de choisir. Je vous recommande de faire plutôt du C# que du VB.NET, et ça dépend des compétences que vous avez. Vous aurez accès aux mêmes fonctions dans tous les cas. Alors, avec Visual Studio Phone Edition, qu'est-ce qui vient? En fait, vous avez la base de Visual Studio, certes, mais vous avez toute une série de templates pour faire votre design d'application Windows Phone. Et vous avez aussi quelque chose de fondamental, c'est l'émulateur. Pouvoir tester votre application Windows Phone. Parce que sans ça, c'est pas gagné. Comme on n'en a pas en plus sur le marché, il y en a quelques-uns modernes, mais ça reste assez rare. Donc il y a un émulateur qui est assez complet, je vous le montrerai, qui va vous permettre de tester vos applications, y compris tester des applications qui utilisent l'accéléromètre, les mouvements, y compris tester les applications qui utilisent le GPS. C'est un simulateur d'accéléromètre et un simulateur du GPS. Vous allez avoir aussi des outils Silverlight, des composants Silverlight que vous allez pouvoir utiliser. D'accord? Ils vont fonctionner de la même manière que si vous avez eu l'occasion de faire du développement Silverlight. Bon, c'est du détail, on pourra voir un petit peu plus comment ça fonctionne quand on fera des manipulations. Pas de panique. La philosophie, c'est globalement, j'ai une librairie composants, je les dépose sur ma page, j'ajoute des codes sur les événements qui surviennent sur ces éléments. Donc rien de très compliqué, un design extrêmement simplifié. Pour améliorer le design, si vous voulez faire des animations, des choses comme ça, vous avez aussi un outil qui s'appelle Expression Blend. Si je devais caricaturer Expression Blend, je dirais que c'est un peu l'éditeur Flash. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être fait du Flash dans une vie antérieure, vous en faites peut-être encore. Vous achetez Flash chez Adobe et puis vous avez votre éditeur avec vos timelines pour les animations, etc. Quand vous faites des boutons, vous avez les différents événements, le clic, etc. Blend va pouvoir vous permettre de faire la même chose pour manipuler tous les composants qui sont dans Windows Phone. Donc si vous voulez vous créer un bouton extravagant, vous allez poser votre bouton dans le code, vous laissez votre développeur travailler, et puis ensuite vous demandez au designer d'aller modifier le bouton dans l'expression Blend, et automatiquement, le design qui va être modifié dans l'expression Blend se retrouvera dans le projet. Donc ça a un double avantage, ce système, c'est que Expression Blend et Visual Studio travaillent sur le même projet. D'accord? Expression Blend, c'est vraiment pour le designer, Visual Studio pour le développeur. Je ne sais pas comment vous êtes organisé dans vos équipes. Moi, je me souviens d'une chose, quand j'ai travaillé dans le web, l'intégration entre le département design et le développement, c'était jamais fluide. Parce que au design, vous avez des artistes qui vous créent des choses magnifiques, mais pas toujours évidentes à implémenter. Et puis, à côté développement, on essaye de faire un découpage tant qu'on peut, mais c'est jamais évident. Évidemment, les designers ne trouvent rien de mieux que de faire des arrondis dans tous les sens. Enfin, je pense que vous avez été confronté au problème. Je vois des sourires, donc je suis sûr que vous avez vécu ça. Là, l'idée, c'est de dire, on va travailler sur la même chose, mais cependant, on va séparer les tâches. Mon fichier, mon développeur, va grosso modo créer son application en posant les composants, les champs de saisie, les boutons, tout ce dont vous avez besoin pour que l'application fonctionne. Et il va travailler, il va mettre des événements, il va faire ce qu'il faut pour que l'application soit fonctionnelle. Le designer, il va prendre le descriptif de l'interface, et il va faire ce qu'il veut dessus. Rajouter des animations, modifier les boutons, ce qu'il veut. Il va faire son design. Et quand on va réunir les deux, on va reprendre le fichier de description de l'interface qui a été modifié par le designer, qui a été enrichi avec des nouveaux composants.
ou des modifications sur les composants, on va le réintégrer au projet du développeur, et ça y est. Rien d'autre. Fini les disputes, fini les conflits de oui, mais moi, mon bouton, il était arrondi, et là, tu m'as tout cassé, c'est moins beau, blablabla. Donc, ça va considérablement faciliter la collaboration si vous avez des équipes avec des gens plus spécialisés sur le design et d'autres plus sur le dev. Ça va être, rassurez-vous, ça va être très très fluide. Alors, il y a un dernier point que vous voyez ici, Xena Game Studio. Je pense que quand vous avez vu Game, vous dites, tiens, je crois voir à quoi ça sert. Bingo, vous avez tout compris. Le jeu sur le téléphone, c'est quelque chose d'important, qui est en énorme croissance. Donc, il faut aussi vous permettre de développer des jeux. Le jeu chez Microsoft, c'est pas quelque chose de nouveau. Le jeu sur PC, je pense que vous y êtes à peu près tous passés. Vous avez au moins fait une partie de démineur ou de solitaire sur Windows, mais je pense que vous êtes presque tous allés beaucoup plus loin. Vous avez probablement tous utilisé des jeux qui utilisent DirectX, etc. Vous avez peut-être joué sur des Xbox. Vous jouerez peut-être sur Windows Phone. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mêmes outils pour développer des jeux. Sur le téléphone, sur la Xbox, sur le PC. La même chose. Visual Studio et XNA Game Studio. Grosso modo, ça va vous apporter là encore tout le framework pour créer votre jeu. Une boucle infinie dans laquelle votre jeu va s'exécuter, tous les outils pour amener les ressources, les graphismes, les sons, etc. Donc si vous avez quelqu'un qui aujourd'hui sait développer un jeu sur PC, il sait développer un jeu sur le téléphone. S'il sait développer sur Xbox, il sait développer sur PC, il sait développer sur téléphone. Et vice-versa. Alors évidemment, il faut aussi prendre, enfin, dans le cas du jeu, il faut prendre en considération la cible. Parce qu'on ne développe pas un jeu Xbox Full HD machin pour un écran de 100 par 480. Évidemment. Sur un téléphone, vous avez un accéléromètre pour les mouvements que vous n'avez pas sur la console ou sur le PC. Il y a des petites différences à prendre en considération, mais la logique de conception du jeu est exactement la même. Alors, il y a une chose importante, enfin, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était avant le début de la présentation, mais bon, je pense que c'était avant le début. Quand on fait une application pour un téléphone, on va essayer de faire en sorte que l'application semble être complètement intégrée au téléphone. Je m'explique. Si vous développez aujourd'hui une application pour iPhone, vous allez mettre des boutons gris comme sur l'iPhone, enfin, vous allez utiliser le même style de design, le même style d'ergonomie que sur l'iPhone d'origine, évidemment. De la même manière, sur Android, vous n'allez pas mettre une application avec le design de l'iPhone sur un téléphone Android. Il faut savoir que sur Windows Phone, on a aussi un design, quand vous en êtes rendu compte, un design un petit peu particulier, qui s'appelle Metro. Alors, pour la petite histoire, le nom Metro vient d'une analogie avec le métro, les aéroports et toutes les affiches, enfin, tout l'affichage que vous trouvez, alors pas l'affichage publicitaire, l'affichage informatif que vous trouvez dans des lieux publics comme ça, dans une gare, etc. Je suis prêt à prendre le pari. Si on vous met dans un aéroport en Turquie, dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, vous allez quand même vous y retrouver. Parce qu'il y a des codes couleurs qui vont vous aider, parce qu'il y a des icônes qui vont vous aider, et globalement, les informations importantes vont être écrites en très gros, peut-être dans différentes langues, et globalement, quand on est dans un aéroport, même quand on ne parle pas la langue, on arrive à se repérer. On n'est jamais perdu, on repère assez facilement les éléments qu'on veut trouver. La philosophie est la même. Essayez d'avoir une interface épurée, pas trop d'informations, les informations importantes en gros, éventuellement ajouter un peu de couleur d'éléments visuels pour attirer l'attention, si nécessaire, sur les notifications, des choses comme ça. Donc, évidemment, quand on développe une application, l'idée est d'essayer de respecter cette philosophie, ce style de design. Pour la petite histoire, l'interface métro, c'est celle que vous allez retrouver dans Windows 8. Donc, plus qu'une semaine à attendre avant d'avoir la bêta publique. À partir du 29 février, vous pourrez la télécharger. Et vous verrez,
La grosse différence, c'est que quand vous allez lancer votre PC, au lieu d'arriver sur le bureau, vous allez arriver dans le menu démarrer. Et le menu démarrer, il reprend l'interface métro, c'est-à-dire que vous allez avoir des tuiles dynamiques pour les applications. C'est aussi ce que vous trouvez sur le... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont une Xbox. Si votre Xbox n'est pas piraté, à ce moment-là, peut-être que vous vous connectez au Xbox Live. Et donc, si vous avez reçu une dernière mise à jour, vous avez le même style d'interface avec les lunettes. Bon, le problème, c'est que souvent, on craque la Xbox, on peut plus connecter à Xbox Live, donc on n'a pas forcément la mise à jour. Mais l'interface, on va la retrouver, là encore, sur le PC, la console et le téléphone. Alors, dans l'interface, je vais vous montrer un concept important qui s'appelle le panorama. C'est quelque chose qui est spécifique à Windows Phone, qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes. Et c'est quelque chose d'important en termes d'interface. Alors, si je vais sur mon hub People, en fait, je vais avoir plusieurs écrans, et vous voyez que je vais me déplacer comme ça, d'un écran à l'autre. D'accord? Il faut essayer d'imaginer un écran qui fait peut-être 3, 4, 5 écrans, et l'écran du téléphone se déplace pour afficher une partie des informations. Ça s'appelle un panorama. On va le retrouver sur d'autres éléments. Si je vais par exemple sur la musique, alors le téléphone est connecté, donc évidemment il ne veut pas, il est débranché. Si je vais sur la musique, je vais retrouver la même philosophie. Musique et vidéo, je vais retrouver la même chose. Si je vais sur le marketplace, par exemple, là encore, je vais retrouver la même philosophie. Ça, c'est quelque chose qui est complètement disponible. Ça fait partie des templates que vous allez retrouver dans Visual Studio quand vous allez créer votre application. Donc, vous allez avoir tous les outils pour vraiment être capable de refaire le même style d'interface. Alors, si je vais, il y a une autre application, évidemment, qui l'implémente, c'est Office. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu spécifique à Windows Phone. Office. Sur Office, je vais avoir OneNote, Word, Excel et PowerPoint. Je suis tranquille, je peux ouvrir mes fichiers Word, je peux lire le contenu, je peux modifier mon fichier Excel depuis mon téléphone. Outlook aussi, évidemment, pour toute la partie messagerie. Mais en général, la partie fichier, c'est vraiment Office. Alors, ce qui est intéressant dans cette application Office, vous voyez que c'est un panorama. Mais ce qui est intéressant, c'est où est-ce que je vais stocker mes documents. Je vais pouvoir évidemment les stocker sur le téléphone, mais je vais aussi pouvoir utiliser des services cloud dont tout le monde parle. Donc, un des services cloud de stockage s'appelle SkyDrive chez Microsoft, c'est quelque chose qui est gratuit. Ça vous permet de stocker 25 gigas de fichiers. Typiquement, vous pouvez dire à votre téléphone, voilà mon compte SkyDrive, mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, stocke mes fichiers dessus. On va lire les fichiers qui sont dessus. Dans le monde de l'entreprise, il y a un service assez similaire qui s'appelle Office 365, qui n'est pas encore commercialisé au Maroc, mais ça arrive dans les mois qui viennent. Vous allez pouvoir connecter votre téléphone en fait, à l'espace cloud de l'entreprise. Si dans votre entreprise il y a des SharePoint, on peut aussi aller chercher les fichiers sur les serveurs SharePoint. Donc ce panorama, c'est quelque chose que vous allez retrouver disponible dans Visual Studio et que vous allez pouvoir utiliser. Alors je peux peut-être vous donner un autre exemple d'une application purement locale qui utilise un panorama. L'idée c'est quoi? C'est une application qui va vous montrer les stations-service du Maroc basées sur votre position. Les stations-service qui sont autour de vous. Donc, ici, il y a un petit filtre sur les stations Africa parce que chez Microsoft, on m'a donné une carte d'essence Africa. Donc, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que je peux faire mon plein. Et je peux filtrer avec d'autres stations. Et vous voyez, j'ai mon panorama. Je peux visualiser sur la carte. Alors, zoomer. Et je peux aussi faire une recherche sur un quartier. C'est-à-dire que, là, je sais qu'il y a la station à côté. Donc je vais plus loin et je veux voir à ma destination où est-ce qu'est la station. Donc là, une application 100% marocaine qui utilise le même design
métro que des applications qui sont préinstallées sur le téléphone. Alors, revenons à la présentation. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité d'intégrer, et c'est quelque chose d'important, vos applications avec la partie recherche de Windows Phone. Je ne vais peut-être pas trop m'attarder dessus, pour éventuellement, si certains sont intéressés, détailler ça en pratique, plus qu'en théorie, mais encore une fois, le principe, c'est de dire, voilà, mon application va respecter un contrat avec le téléphone, pour dire, ben voilà, quand l'utilisateur va lancer une recherche, en fait, on va appeler une fonction de l'application, qui va aller faire la recherche dans l'application, sur la base de données à laquelle elle est connectée, etc., et renvoyer les résultats, pour que les résultats soient présentés à l'utilisateur comme des résultats habituels. Non, alors ça, c'est l'application qui va le gérer. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas un contrat entre la base de données, c'est un contrat entre l'application et le téléphone. L'idée, c'est quoi? C'est, j'ai mon téléphone, j'ai installé votre application. Si je clique sur l'application et je fais une recherche, j'obtiens des résultats. D'accord? Le principe du contrat, c'est de dire, je ne vais pas demander à l'utilisateur d'aller cliquer sur l'application pour faire sa recherche et récupérer les résultats dans l'application. L'utilisateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur Bing Search. Voilà, exactement. Et en fait, le principe du contrat, c'est le moyen pour dire à Bing Search, envoie ta requête à telle application de telle manière, récupère les résultats de cette application et affiche dans ton environnement Bing Search. Ma question, c'est que est-ce que je demande l'application? Donc je demande accessible certaines données à Bing. À vous de le gérer dans l'application. À vous de le gérer dans l'application. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la mise à jour Mango qui est arrivée en septembre dernier. C'est quelque chose d'important. Je vous ai mis ici les grandes nouveautés de cette plateforme. Alors, le copier-coller est pas arrivé en septembre, il est arrivé en février l'année dernière, donc 6 mois après le lancement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft s'est engagé sur un certain rythme de sortie des mises à jour. Le rythme est le suivant. Tous les 6 mois, vers février-mars, grosso modo, vous avez une mise à jour qu'on dit mineure. Tous les ans, une mise à jour dite majeure. Ça veut dire qu'on va considérer que le téléphone est sorti fin septembre, il y a 18 mois à peu près, d'accord? Donc 6 mois après, on a eu une mise à jour mineure qui vous avait copié-collé, et 6 mois encore après, une mise à jour majeure qui a amené tout le reste. L'intégration Twitter dans le hub Apple, le support des documents Office, les dernières versions, et la connexion au service cloud Office 365, SkyDrive et SharePoint, Internet Explorer 9, qui n'était pas dans la première version. Bon, néanmoins, le navigateur était nettement mieux que les versions précédentes. Vous avez du multitasking, un peu de la même manière que ce que vous avez sur un iPhone. Et puis, on a rajouté beaucoup de choses pour les développeurs. Ce beaucoup de choses, ça touche notamment l'utilisation de la caméra. L'idée, c'est quoi? C'est de rajouter tout un tas de librairies dans Visual Studio pour que vous puissiez très facilement, en 1 ou 2 lignes de code, afficher l'image de la caméra, gérer votre GPS. Il y a toute une application, enfin une API, pour faire des applications de réalité augmentée. Vous connaissez la réalité augmentée? Pas besoin de décrire? Rapidement. Le principe de la réalité augmentée, c'est quoi? C'est de prendre un téléphone comme ça, et une caméra. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma caméra et afficher l'image sur mon téléphone. Ça, c'est la réalité. Ensuite, je vais utiliser d'autres informations qui me viennent des senseurs du téléphone
En l'occurrence, l'application la plus commune va utiliser le GPS et éventuellement le compas qui vous indique dans quelle direction est-ce que vous regardez. Et en fonction de ça, on va vous ajouter des informations en surimpression de l'image. Je pense qu'on aura une version. Tu as une version de démo ou pas? Voilà. Mais l'idée, c'est de vous montrer l'image et par-dessus d'autres informations. Alors, l'exemple type, c'est quand vous avez les points d'intérêt des restaurants, par exemple, vous affichez l'image, puis par-dessus, vous affichez la direction des restaurants avec la distance. D'accord? Donc avec l'espèce de perspective. Donc du coup, vous pouvez imaginer, vous regardez, tiens, je veux aller, il y a quoi le restaurant, il s'appelle comment, sur le toit, et si je pointe mon téléphone par là-bas, je vais voir un point qui va apparaître en me disant, tiens, il y a sur le toit qui est à 2 km. Ou je vais me tourner par là et on va me dire, tiens, il y a la cafétéria du Technopark qui est à 20 mètres. D'accord? L'idée, c'est la réalité et par-dessus des informations en surimpression. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Enfin, si vous remettez la logique derrière, c'est bon, afficher l'image de la caméra, c'est relativement facile. D'accord? Par contre, ensuite, il faut gérer la position GPS de la personne, plus la direction qui est pointée pour afficher ou non certains points. Ça, il faut savoir que ça se fait avec quelques lignes de code, pas plus. Parce que justement, il y a une API qui fait tout ça pour vous. Autre chose importante, vous vous souvenez quand je vous parlais des jeux vidéo, c'est une fonction importante d'un téléphone. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à jouer sur un téléphone. Dès qu'on est dans une salle d'attente ou n'importe quoi, c'est pas mal. Chara fait un exemple de l'application de réalité augmentée. Afficher des restaurants par les nouvelles caméras. Donc, tu peux naviguer en même temps, avoir l'image de la caméra avec les restaurants, avec les points d'intérêt qu'on veut. Voilà, on voit les points d'intérêt en surimpression de sa main. Alors, sur la partie, je vous disais, jeux vidéo. Vous voyez ici, il est mentionné l'intégration Silverlight XLA. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la partie jeux vidéo, on avait beaucoup plus de librairies liées au traitement du son, par exemple, pour mettre des effets sur les sons, sur les images, etc. Et jusqu'à présent, ces librairies n'étaient pas accessibles facilement, enfin, elles étaient accessibles depuis une application Silverlight. Par contre, le Silverlight n'était pas accessible, les librairies Silverlight n'étaient pas accessibles depuis un jeu. C'est dommage, dans certains cas. Depuis ces améliorations, on peut utiliser le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que quand je crée une application avec Silverlight, ce qui est l'essentiel des applications, je vais pouvoir aller chercher les librairies de traitement d'image, de traitement du son du jeu vidéo. Et inversement, si je fais un jeu vidéo, je peux aussi aller chercher certaines librairies de Silverlight. Si je veux, par exemple, que mon utilisateur poste son score sur Facebook. Des choses comme ça. Alors, une fois qu'on a développé une application, comment est-ce qu'on met l'application sur le téléphone? Le modèle est très similaire au modèle Apple. Tout se passe par le marketplace. Il n'y a pas encore de jailbreak, contrairement à l'iPhone, mais grosso modo, sauf si vous êtes un développeur et à ce moment-là, vous pouvez débloquer votre téléphone pour pouvoir installer et tester vos applications, évidemment. Mais autrement, vous ne pouvez pas installer l'application autrement que par le marketplace. Pas de marketplace parallèle, il n'y a qu'un marketplace. Ce choix s'explique pour une grosse raison principale, c'est garantir, alors je ne vais pas dire la qualité des applications parce que c'est un petit peu ambigu. On ne va pas empêcher quelqu'un de publier une application inintéressante, même si on le pense, ce n'est pas de rôle de censure. Le rôle, c'est de vérifier que, votre application fonctionne correctement et respecte un certain nombre de règles,
elle doit démarrer en moins de 4 secondes, enfin, il y a un certain nombre de contraintes à respecter. C'est pas difficile. Et deux, chose la plus importante, votre application doit être une vraie application. C'est pas quelque chose qui va aller couper le carnet de contact, le transférer à quelqu'un d'autre. On ne veut pas que votre application soit un malware, et on ne veut pas que votre application puisse diffuser des informations à caractère privé sans que l'utilisateur soit notifié, sans que l'utilisateur les choisisse. Je vous donne un exemple. Si vous développez une application qui utilise le GPS, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les stations-service, et bien, quand on développe une application comme ça, vous collectez l'information de la position de l'utilisateur, d'accord? Vous devez explicitement, dans votre application, dire à l'utilisateur ce que vous faites de ces données. Est-ce qu'elles sont stockées ou pas? Qui va y accéder si vous les stockez, etc., etc. Il faut aussi que dans votre application, l'utilisateur puisse désactiver l'utilisation du GPS. D'accord? La position de l'utilisateur, c'est quelque chose qui peut être confidentiel. Donc, vous devez avoir l'autorisation de l'utilisateur pour l'utiliser. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez, quand vous allez implémenter votre application, il faudra penser à avoir votre page à propos dans laquelle vous allez expliquer ce que vous faites de la donnée. Dans mon cas, c'était relativement facile parce que je ne stocke pas la donnée, elle me permet juste de récupérer les informations de proximité, et c'est tout. Et si je devais stocker dans un service pour tracer un historique de parcours ou n'importe quoi, je devrais expliquer à l'utilisateur où est-ce que c'est stocké, qui a accès, pourquoi faire, etc. Et dans tous les cas, si j'utilise le GPS, je dois permettre à l'utilisateur de le désactiver. C'est des contraintes. Chaque fois qu'on va toucher à de l'information à caractère privé, on aura ce genre de contraintes. Et il est hors de... Microsoft refuse que des applications ne respectent pas ces règles de confidentialité. C'est pour ça que tout doit passer par le marketplace pour qu'on puisse garantir ce genre de choses. Alors, sur ce marketplace, il y a beaucoup moins d'applications que sur les autres plateformes, évidemment. C'est plus récent. Je vous le disais, on est à 50 000 aujourd'hui, environ. Presque toutes les grandes applications sont sur le marketplace ou en cours de développement pour arriver sur le marketplace. Tout n'y est pas encore, mais on s'en approche. Pour information, Skype est bientôt dans le marketplace. Je sais que les équipes de Microsoft travaillaient aussi avec les gens de Viber pour porter Viber sur le marketplace. Vous avez peut-être aperçu tout à l'heure WhatsApp qui est installé sur mon téléphone. C'est une vraie version officielle. Vous pouvez la retrouver, je ne sais pas si vous utilisez Foursquare, vous la retrouvez sur Windows Phone. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de grandes applications. Donc vous voyez, en fait là, les 20 000 applications, c'était au mois de juin l'année dernière. Donc en 9 mois, il y a eu plus de 30 000 applications publiées. Donc tous les gros succès sont là. Vous allez retrouver Angryber, vous allez retrouver Fruit Ninja. Rassurez-vous, les grands classiques sont là. Ce qui est quand même intéressant, sur un marketplace de petite taille, je vais partager avec vous des retours d'expérience de sociétés qui développent des applications mobiles et qui ne développent pas des applications mobiles que sur Windows Phone. Évidemment, quand on est spécialisé dans le développement d'applications mobiles, si on veut en vivre, on est obligé de cibler toutes les plateformes. Il y a une société qui développait des jeux pour enfants, des jeux éducatifs, principalement pour iPhone et pour iPad. Ces gens-là ont été approchés par les équipes de Microsoft pour porter leurs applications sur Windows Phone. Il est ressorti de cette collaboration deux constats très très importants. Le premier, c'est que d'abord le passage à Windows Phone était extrêmement simple, parce que le développement est quelque chose qui est très ancien chez Microsoft. Visual Studio existe depuis très longtemps. C'est des plateformes qui sont extrêmement mûres. Je pense que quand certains d'entre vous font du PHP, vous avez des éditeurs avancés, mais vous n'êtes pas, en termes de facilité d'utilisation, on n'est pas encore au niveau d'un Visual Studio.
Parce que c'est l'expérience, évidemment. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point qui est plus intéressant est relatif au business. Cette société, elle a développé, elle a porté ces quelques jeux éducatifs sur Windows Phone, et en quelques mois, elle a généré plus d'argent sur Windows Phone que sur l'App Store. Vous dites, ah, mais comment c'est possible? Mais en fait, c'est assez simple. Combien il y a d'applications sur l'App Store? Je sais pas, 500, 600, 800 000? Quelque chose comme ça. Quand vous cherchez une application sur l'App Store, c'est difficile de trouver ce qui vous convient. Parce qu'il y a énormément d'applications. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu la même problématique sur Android Market. Il y a beaucoup d'applications, c'est assez difficile de trouver quelque chose qui vous convient. Sur Windows Phone, il y a beaucoup moins d'applications, pour l'instant, donc c'est assez facile pour les utilisateurs de s'y retrouver. Je vous montrerai le Marketplace. Le Marketplace est aussi assez bien fait pour vous aider à rechercher à travers des catégories, etc. La société s'est rendue compte donc que développer son application sur Windows Phone, c'était pas long. Et ensuite, les utilisateurs étaient capables de la trouver et de l'acheter très très rapidement parce qu'ils n'étaient pas noyés au milieu d'une foule, d'une multitude d'autres applications. Au final, ils se rendent compte que pour gagner de l'argent sur l'App Store, avec une application payante, il faut faire de la pub. Donc vous devez investir de manière assez importante en marketing pour faire connaître votre application au milieu de toutes les autres. Aujourd'hui, l'investissement qui est nécessaire pour faire connaître une application sur Windows Phone est beaucoup plus réduit. Ce qui est plutôt un bon point pour des gens qui ont envie de créer des applications payantes. Enfin, payantes ou qui intègrent de la publicité. Oui? Est-ce que l'ancienneté est toujours un alors, je n'ai pas expérimenté, je ne sais pas, je n'ai pas fait le test. Je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas cherché. Je pense que oui. Je pense que oui, mais je ne peux pas vous garantir parce que je n'ai pas cherché à tester. L'autre, peut-être que j'en reparlerai un petit peu après sur le pourquoi est-ce que on peut quand même avoir une bonne opportunité, même si le téléphone n'est pas immédiatement disponible au Maroc. Je vais avancer un petit peu sur le marketplace. Alors, peut-être qu'on peut vous le montrer. Enfin, vous le voyez un petit peu ici. En haut, vous voyez le marketplace, ça se présente, c'est le fameux panorama. Donc, vous comprenez ce que je voulais vous dire, vous avez un écran, en fait, un écran virtuel qui est beaucoup plus large que l'écran du téléphone. Et votre téléphone va être une fenêtre sur une partie de ce panorama. Vous aurez des applications mises en avant. Alors, vous avez certaines applications avec le fond d'écran et lié à une application. Alors, j'ai des statistiques pour vous dire combien le fait d'avoir le fond d'écran du marketplace associé à votre application, ça peut grandir le nombre de téléchargements. C'est énorme. Le fait que votre application soit, par exemple, ici, comme l'application principale, je crois que l'augmentation de mémoire, c'était de l'ordre de 2000%. Donc, c'est des choses qui sont disponibles. Il faut savoir que pour la région, on a une possibilité de faire des nominations des applications que l'on souhaite mettre en avant. Alors, ça ne veut pas dire que toutes sont mises en avant, mais quand on a une bonne application, on sait remonter aux gens de Microsoft Monde pour leur dire voilà une bonne application, on souhaiterait qu'elle soit mise en avant parce qu'elle est innovante, enfin, toutes les raisons que l'on a. Dans vos outils de développement, enfin, il faut savoir que vous allez aussi avoir la possibilité de créer des versions d'essai très simplement. Si vous décidez de faire une version payante de vos applications, vous dites peut-être, tiens, mon utilisateur, je vais lui permettre de tester mon application avant de faire l'achat. Donc ça, il y a une API pour faire ça. C'est extrêmement simple. Alors, je ne suis pas un grand fan de ça. Je vais être très honnête avec vous.
Dans certains cas, je vous le déconseille même. Non pas que ça ne marche pas, c'est plus relatif au business que vous voulez faire. Concrètement, si vous décidez de vendre une application mobile, aujourd'hui, enfin demain, à qui vous allez la vendre? Pas au Maroc. En Europe, aux États-Unis, là où le téléphone se vend. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu le comportement d'achat d'un Européen ou d'un Américain sur l'App Store, par exemple? Je ne sais pas si vous êtes... Si vous avez l'occasion, observez quelqu'un quand il va sur l'App Store. Grosso modo, vous avez une grande partie des gens qui vont vaguement faire une recherche, et quand ils vont trouver quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'ils cherchent, si ça coûte moins de 2 euros, j'achète. D'accord? Si la même application existe en version de test, ils vont la tester. Quel est le risque quand on met une version de test? Ouais, bon, dans ce cas, on a perdu 2 euros. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'en général, les gens, alors ça dépend de ce que vous faites comme version de test, mais en général, les gens vont se dire, bon, bah, finalement, les fonctions que je vois dans la version de test me suffisent. Et je ne vais pas upgrader à la version principale. Et finalement, c'est là où c'est un petit peu dommage, c'est que grosso modo, il faut se dire que les gens, s'ils avaient vu votre application à moins de 2 euros, ils l'auraient acheté sans réfléchir, mais parce que vous avez mis, enfin ça c'est un partage d'un retour d'expérience d'un Américain qui disait ça, parce qu'on a mis une version d'essai, finalement, bah, les gens ils se contentent de la version d'essai, ils n'achètent pas plus la version principale. Alors ça dépend de ce qu'on fait dans la version d'essai. Si effectivement on fait une version qui expire au bout d'une certaine durée, ben, voilà, on règle en partie ce problème-là. Mais le message qu'il faut avoir en tête, c'est si vous faites une application que vous n'allez pas vendre très cher parce que vous visez des gros volumes, ne vous embêtez pas à faire une version d'essai. Pensez, les gens qui aujourd'hui achètent ne réfléchissent quasiment pas tant que le montant est faible. Si vous choisissez de publier une application à 1 $, les gens ne vont pratiquement pas réfléchir. Si vous avez bien ciblé les mots-clés, vous sortez dans les recherches, boum, ils achètent. C'est bien quand ils achètent sans version d'essai, c'est quand ils n'aiment pas, ils ont acheté, ça y est. C'est dans votre poche. Bon, néanmoins, ce point-là n'est valable que sur des applications à faible coût. Évidemment, quand vous avez des applications que vous voulez vendre 15-30 $, si vous ne mettez pas de version d'essai, vous avez peu de chances de les vendre. Bien sûr. Comment ça marche? Objectivement, on n'a pas d'éléments pour juger puisqu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui d'acheter, ni sur l'App Store, ni sur le Marketplace. Donc, objectivement, moi, je ne sais pas dire comment va se comporter le consommateur marocain. Il faut d'abord qu'on mette en place tous les outils pour qu'il puisse acheter avant de pouvoir se faire une idée. Moi, je vous ai juste partagé une expérience de... J'ai vu des amis, j'ai vu des gens qui le faisaient, donc voilà. Enfin, ça m'avait surpris parce que justement, ils ne réfléchissaient pas. Et bien souvent, ça arrive très souvent, ils achètent l'application, ils annoncent, ah, c'était pas ce que je cherchais, et je l'enlève. Voilà. Ça passe. Voilà. C'est vraiment un... Après, chacun a son seuil, en fait. À partir de 9 €, Ouais. Je pense que c'est pour certains, c'est même en dessous. Mais bon, c'est pas une vérité universelle, mais sachez que si c'est sur des petits montants et que votre marché, si vous faites une application qui va principalement cibler l'Europe et les États-Unis, donc des pays à fort pouvoir d'achat, si l'application vous la vendez moins de 2 euros, ne vous embêtez surtout pas à faire l'application. L'expérience montre que ça ne va pas vous générer plus d'achat. Donc finalement, ça sert à rien. Enfin, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Alors, si vous voulez être vraiment performant dans vos applications et
et faire en sorte que vos utilisateurs aient vraiment envie d'acheter vos applications, il y a quelques petits trucs qui peuvent aider. C'est d'intégrer au mieux les fonctions spécifiques du Windows Phone, à savoir les tuiles dynamiques. Donc si votre application est amenée à envoyer des notifications, des alertes, avoir ces tuiles qui changent d'apparence pour notifier l'utilisateur, c'est quelque chose qui va faire en sorte que l'utilisateur va vraiment adhérer à votre application. Si c'est une application de recherche, là encore, si vous l'intégrez à la partie recherche de Windows Phone, c'est aussi un meilleur moyen de sécuriser l'usage de votre application. Alors, je vous le disais ensuite, la grande chance, c'est qu'aujourd'hui sur le marketplace, il y a encore beaucoup de place pour les applications et c'est relativement facile de se positionner, de bien se positionner dans la mesure où il n'y a pas encore trop de concurrence. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est important. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes développeur, ici à Casa. Je pense que la plupart d'entre vous travaillent pour des clients marocains, peut-être certains pour l'offshore. Donc il faut se poser la question, si je me lance dans Windows Phone, je vais le faire pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure, mon objectif, c'est de vous permettre de vous aider à développer des applications Windows Phone, mais à gagner de l'argent avec. Certains font ça par pur plaisir, par curiosité, mais vous êtes des entreprises, votre objectif c'est de gagner de l'argent. Soyons très clairs là-dessus. Dans le monde du développement mobile, je me suis amusé à faire une espèce de segmentation. Vous avez les agences web mobiles et les éditeurs de logiciels. Qu'est-ce que c'est la différence? L'agence web mobile, c'est parfois une ancienne agence web, qui a l'habitude de développer des sites web, et puis qui aujourd'hui reçoit des commandes des éditeurs de sites web qui leur disent « Tiens, je voudrais une version mobile de mon site web. » Je vais vous prendre un exemple assez local. Télécontact, un beau site web, ils veulent une application mobile, ils demandent à une agence web mobile de développer une application mobile pour leur site web. C'est une interface revue, peut-être des services un petit peu différents parce qu'on peut utiliser le GPS, on peut utiliser des choses particulières, mais grosso modo, c'est une version mobile d'un service local. D'accord? Quand vous êtes dans cette logique-là, qu'est-ce qui se passe? D'abord, qui vous paye? C'est la personne qui vous commande l'application mobile. Donc en général, l'éditeur du site web. Comment il vous paye? Vous allez négocier, vous allez vous mettre d'accord sur un contrat où vous êtes payé pour développer une application mobile, fin de l'histoire. Vous prenez votre chèque une fois que vous livrez, et au revoir monsieur, bonjour chez vous. Ensuite, cette application, elle va partir sur l'App Store, le Marketplace, etc. Peu importe le nombre de téléchargements, à moins que vous négociez des clauses dans le nombre de téléchargements, mais grosso modo, l'application de ce site web, elle va être posée gratuite sur l'App Store ou sur le Marketplace ou l'Android Market. L'objectif du site web étant d'augmenter son trafic plus que de générer du téléchargement sur l'appli mobile. L'autre catégorie, c'est l'éditeur de logiciel. La différence, c'est quoi? C'est que l'éditeur de logiciel, il a une idée d'application. D'accord? Et cette application, il va la créer, il va la mettre en vente. Cette application, elle ne concerne pas un site web particulier d'un pays particulier, elle concerne tout le monde. Microsoft avec Office est un éditeur de logiciel. Office, il peut être utilisé par tout le monde. C'est un exemple extrême, mais Foursquare crée une application qui a été déclinée sur tous les mobiles, qui peut être utilisée partout dans le monde. Les gens qui ont créé Angry Bird ont fait quelque chose, sont des éditeurs de logiciels. Angry Bird, ça fait rigoler tout le monde. Enfin, je pense. C'est pas spécifique à un pays. Donc aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, si vous voulez gagner de l'argent avec l'application mobile Windows Phone, il faut se mettre dans la catégorie de l'éditeur de logiciel. Parce que si vous vous mettez dans la catégorie agence web mobile, je peux vous garantir que ça va être un petit peu difficile immédiatement de trouver des clients qui vont vous dire faites-moi une version mobile de mon site web pour Windows Phone.
Comme il n'y en a pas beaucoup sur le marché, les éditeurs de sites web, ils n'ont évidemment pas envie d'investir pour quelques centaines de téléphones. Quand il commence à y avoir quelques milliers d'utilisateurs, donc la discussion change. Pour votre information, je pense que le téléphone devrait finalement être en vente dans les mois qui viennent. D'accord? Donc on devrait trouver chez les opérateurs prochainement des Windows Phone. Ça a une conséquence, c'est que dès l'instant où le téléphone est sur le marché, vous pouvez prendre une situation d'agence web mobile. Vous pouvez aller voir les éditeurs de sites web en leur disant je vous propose de faire une application mobile pour votre site web pour Windows Phone. Parce que, voilà, Maroc Télécom vend son téléphone et donc vous allez pouvoir créer le téléchargement, etc. etc. Si vous voulez devenir riche avec les applications mobiles, mon conseil, c'est d'essayer de vous mettre dans la catégorie des éditeurs de logiciels. Parce que quand vous êtes dans la catégorie agence web mobile, vous négociez votre contrat au départ. Vous savez, enfin, peut-être que vous avez gagné beaucoup d'argent comme ça si vous êtes capable de développer très vite les versions mobiles, mais globalement, il y a des chances que vous ayez très vite beaucoup de concurrents, ce qui ne va pas faciliter vos négociations. Et si vous avez beaucoup de concurrents, il y a déjà des sociétés sur le marché. La conséquence aussi, c'est que ça fait baisser les prix. Donc, vous négocierez vos contrats moins cher. Ce qui est intéressant quand vous êtes éditeur de logiciel et que vous publiez une application payante, c'est que, grosso modo, vous mettez en mode votre application, on n'a pas besoin de recruter un commercial qui va aller faire de la pub. Alors, vous pouvez faire un peu de pub en utilisant réseaux sociaux, un peu de chaque mot-clé si vous voulez, enfin, et mettre en place toutes les techniques. C'est relativement, enfin, on peut être relativement bon marché sur ce genre de technique. L'avantage, c'est que pas besoin d'avoir un commercial qui démarche. Dès que les gens sont au courant et sont intéressés par votre application, ils vont pouvoir l'acheter. Et votre application va pouvoir rester, pourquoi pas, des années, et pendant des années, vous générez des revenus. Vous vous occupez pas de la distribution, rien de tout ça. Pas besoin de négocier des contrats, pas besoin de faire la maintenance auprès des gens à qui vous avez vendu l'application mobile il y a 2 ans, etc. etc. C'est un modèle qui vous permettra potentiellement, alors si vous avez une application à succès, de générer beaucoup plus de revenus. Avec, certes, un effort peut-être de créativité un peu plus important, parce qu'il faut avoir l'idée de l'application qui plaît, mais c'est vraiment le modèle qui peut exploser. Regardez Angry Birds, je crois qu'aujourd'hui, sur mobile, il y a 30 millions de joueurs dans le monde, sur toutes les plateformes. Donc, avoir une bonne idée, ça peut... alors, c'est pas gratuit sur toutes les plateformes, je pense que c'est toujours gratuit sur Android, mais je ne suis pas sûr que ça soit toujours gratuit sur iPhone, et les versions complètes sont payantes sur Windows Phone, par exemple. Prenez le cas de Shazam. Shazam est passé par des phases gratuites, pas gratuites, etc. Des gens qui ont réussi à pas mal s'imposer, en tout cas imposer leur nom sur le secteur de la reconnaissance. Ils sont capables aujourd'hui de changer de modèle et de vendre leur application, les gens continuent à l'acheter. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, je pense qu'il est préférable d'essayer de trouver la bonne idée que vous allez pouvoir vendre à une population la plus large possible. Donc, il faut essayer d'être le moins localisé possible, de faire le moins de choses pour le Maroc, mais essayer de faire des choses pour au moins toute la région, voire plus. Alors, quand on parle de revenus, évidemment, le revenu il est fortement lié au nombre de téléchargements, et le nombre de téléchargements il est directement lié au nombre de téléphones qui sont sur le marché. Aujourd'hui, le nombre de Windows Phone sur le marché est relativement modeste, soyons réalistes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les prévisions qui sont faites par les analystes. Alors, je vais partager avec vous deux gros cabinets, IDC et Gartner. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ces gens-là ont un peu tendance à faire la pluie et le beau temps sur le marché de l'IT, à faire des pronostics sur le nombre de PC qui vont être vendus, le nombre de serveurs, le nombre de smartphones, etc. etc. Alors, sur ce graphique, vous voyez que Android
en 2011 est numéro 1, et en 2015, il le restera. Pas de scoop. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que Windows Phone aujourd'hui est assez existant. Et en 2015, il prévoit que Windows Phone soit la deuxième plateforme mobile du marché. Devant iPhone et devant BlackBerry. Le gros gamin, évidemment, c'est Nokia, puisque Nokia a annoncé qu'ils allaient arrêter à terme l'utilisation. Si on regarde un peu plus en part de marché ce que ça veut dire, vous voyez qu'Android va garder entre 45 et 50% en 2015. Donc Symbian va dégringoler. Par contre, Windows Phone devrait arriver autour de 20% de part de marché, ce qui va être a priori plus que iPhone. Donc ça, c'est assez important parce que ça veut dire que, encore une fois, si vous voulez être reconnu sur Windows Phone, si vous positionnez bien comme éditeur de logiciel, et que vous voulez être connu sur la plateforme Windows Phone au moment où il y aura 20% de part de marché, bah c'est 2015, c'est bientôt, c'est 3 ans. Ça veut dire qu'il faut dès maintenant commencer à réfléchir à l'idée et commencer à implémenter des idées. Ce n'est peut-être pas votre première application qui aura tout le succès. Il va peut-être falloir faire quelques essais avant de connaître le grand succès. Alors concrètement, comment se passe la publication d'une application? Je vous le disais, ça s'installe à travers le marketplace. Maintenant, comment je publie mon application sur le marketplace? Il y a un circuit principal qui est de s'inscrire comme développeur sur les plateformes Microsoft. On appelle ça le App Hub. Ce App Hub n'est disponible que dans les pays dans lesquels le marketplace est disponible. Ça veut dire que concrètement, au Maroc, le marketplace n'est pas disponible, donc il n'y a pas de App Hub. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer des applications. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec une société qui est basée à Dubaï, qui a mis en place un portail qui s'appelle Yalla Apps, et qui va permettre à n'importe quel développeur de la région de publier son application sur le marketplace. Alors, quand on dit publier une application sur le marketplace, ça veut dire publier une application gratuite ou payante. Et si c'est une application payante, évidemment, vous allez toucher les revenus qui y sont associés. Alors, les revenus, une partie des revenus. Il faut être honnête, enfin, le modèle est le même que sur l'App Store, c'est-à-dire que 70% pour le développeur, 30% pour l'éditeur, en l'occurrence pour Microsoft. Quand on passe par Yalla Apps, il y a un petit handicap, c'est que on est obligé de rajouter un intermédiaire et donc on est obligé de verser une commission à cet intermédiaire. Pour l'instant, la commission est à 20%. Donc c'est un peu embêtant, je le sais, je le reconnais. Mais en attendant, ça peut vous permettre de commencer à publier, commencer à gagner de l'argent, expérimenter, sachant que progressivement, Microsoft est en train d'ouvrir l'accès direct au hub dans différents pays. Donc naturellement, si aujourd'hui vous commencez à publier via Yalla Apps, vous allez toucher peut-être un petit peu moins de revenus, et dans quelques années, quand le hub sera ouvert en direct du Maroc, automatiquement vous serez migré sur le hub, et à ce moment-là, vous percevrez, Yalla Apps ne sera plus là, donc vous n'aurez plus à leur verser de commission. Petit tuyau, parce que j'ai essayé de réfléchir un petit peu sur comment gagner de l'argent avec Windows Phone. L'autre moyen, quand on ne prend pas l'application, c'est de mettre de la pub. Bon, vous connaissez, vous avez pratiqué le web, ça peut être un moyen de gagner de l'argent. Vous avez la possibilité d'intégrer des éléments, des contrôles pour utiliser les plateformes de publicité. Alors évidemment, Microsoft en a une. Ce qui n'est pas terrible, c'est que là encore, la plateforme de pub Microsoft n'est pas disponible pour le Maroc, pour l'instant. Donc officiellement, du Maroc, vous n'êtes pas censé vous inscrire sur la plateforme de pub et utiliser la plateforme de pub de Microsoft, ou en tout cas, vous ne pouvez pas vous faire payer. Autrement dit, ça ne sert à rien. La bonne nouvelle, c'est que la communauté open source autour de Microsoft a aussi développé un composant qui va vous permettre d'utiliser les plateformes de Google, pub de Google dans vos applications. Et là, par contre, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez gagner de l'argent. Donc la publicité peut aussi être un moyen, à travers ce genre de régie internationale de publicité. Après, il y a
je vous partage avec vous aussi d'autres réflexions. Vous vous souvenez de mon application qui recherchait les stations-service? J'avais fait quelques filtres en mettant les marques de mes stations-service, celles que je voulais filtrer. Ben voilà typiquement un autre moyen de vendre votre application. Vous pouvez aller voir Total, etc. en disant, ben voilà, je vous propose de faire une application spécifique pour vous, ou en tout cas faire, par exemple, l'application de réalité augmentée que vous a montré Shara. Vous pouvez aller voir McDo, vous dire, ben voilà, dans l'application de réalité augmentée, ce qu'on va faire, c'est quand les gens vont pointer un McDo, au lieu de mettre juste un point avec marqué McDo, on va mettre le logo de McDo, par exemple. Rendre la marque beaucoup plus visible. Ça vous permet d'aller négocier un contrat direct avec l'annonceur. L'intérêt, c'est que c'est juste une négociation locale. Pas de commission à reverser à Yalla, tout que ce soit. C'est uniquement vous avec l'annonceur. Donc n'hésitez pas à être créatif en matière de création de modèles. Je pense qu'il y a d'autres modèles que vous pouvez imaginer sur comment gagner de l'argent avec Windows Phone. Alors, il faut savoir que sur Yalla, il y a normalement des frais pour accéder à la plateforme. Je pense pouvoir vous fournir, ceux qui ont des projets et qui souhaitent creuser sur un projet, je pense pouvoir vous fournir des codes d'accès qui vous permettront d'accéder gratuitement à Yalla Labs pendant un an pour publier vos applications. Les étudiants ont accès gratuitement à Yalla Labs. Donc, les solutions, c'est aussi de prendre un stagiaire. Comme ça, il vous ouvrira les portes de Yalla Labs sans que vous ayez forcément à payer les droits d'entrée. On a à peu près fait le tour de la plateforme en termes d'usage, en termes d'outils de développement, langage, et ensuite de publication sur le marketplace. Grosso modo, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? C'est se mettre à réfléchir à une idée, parce que ça c'est l'essentiel, et ensuite réaliser cette idée. Alors, je vous ai écrit ici, je vous ai donné quelques liens si vous avez envie de creuser avant les prochaines sessions. Je crois qu'on a une prochaine session qui doit être le le 8 mars, je crois. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans la technologie. Donc, amenez vos PC si vous avez envie. On pourra installer les outils dessus. On pourra commencer à travailler. En attendant, si vous avez envie, vous pouvez déjà aller sur client.msdn.com et là, vous téléchargez les outils. Vous avez aussi un certain nombre de kits de formation, etc. Faites ce que vous voulez. Une partie des exemples qu'on fera seront tirés ces éléments-là. Je vais être honnête avec vous. On le fait quand même parce que bien souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on trouve plein d'informations sur Internet qu'on n'a jamais le temps de se poser, de s'arrêter pour les utiliser. Donc l'intérêt d'une formation comme ça, c'est qu'au moins vous sortez de votre bureau, vous n'êtes plus dérangé par le téléphone et les collègues et vous prenez le temps de creuser. Alors sur channel9.sdn.com, vous avez une série de vidéos qui s'appelle Jumpstart. C'est grosso modo ce qu'on va suivre pendant les différentes sessions ici. On va résumer un petit peu parce qu'il y a un petit peu plus de contenu que ce qu'on aura le temps de faire. Et puis ici, vous avez un de mes collègues de Microsoft aux États-Unis qui a publié sur son blog une série d'articles sur Windows Phone qui s'appelle 31 jours avec Windows Phone et 31 jours avec Mango. Et en fait, chaque jour, il a publié un billet sur une fonction, sur une utilisation, sur une API. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est déconnecté, vous n'avez pas besoin de suivre tous les chapitres, vous pouvez aller vraiment piocher ce qui vous intéresse, et à chaque fois, vous avez des exemples de code qui correspondent. Donc, si vous avez déjà une idée d'application, vous allez pouvoir vous dire, OK, il va me falloir ça, 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 et vous pouvez aller voir sur les articles de Jeff et dire, tiens, ça c'est tel article, tel article, tel article, vous récupérez les bouts et vous pouvez déjà commencer à créer votre application. Si vous voulez, l'objectif est vraiment de vous aider à créer des applications, donc on va avoir plusieurs sessions pour rentrer dans la technique. Maintenant, si vous voulez discuter des idées, si vous voulez creuser, si vous avez besoin d'aide sur la technique, il y a aussi plein d'autres choses. C'est peut-être un peu tôt encore, mais sachez que tous les vendredis après-midi, chez Microsoft Maroc,
Je suis là avec des développeurs et l'idée c'est de permettre aux gens qui ont un problème technique de le résoudre.